Bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je me lève, tiens, comme ça vous me verrez. Merci beaucoup de vous être déplacés par ce soir de grand vent et de petites neiges. Donc, je crois que c'est le sixième séance des lundis de Gaston Batti qui tombe à mardi ce soir parce que une de nos intervenantes du jour a un atelier de lundi, donc elle ne peut pas se déplacer le lundi. Ce qui fait l'affaire d'ailleurs de certaines personnes qui ne peuvent jamais venir le lundi et qui viennent, donc ils peuvent venir le mardi. Et donc voilà, j'ai voulu les... bonsoir, bienvenue. Réunir parce que j'ai eu enfin, dans la licence professionnelle, il y a un rapport de stage professionnel qui doit être fait par les étudiants et j'ai eu à lire des travaux sur l'atelier théâtre avec les personnes en situation de handicap et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de confronter d'une part les expériences et surtout de les partager parce que c'est bien ça le principe de ces lundis Gaston Batti, c'est de pouvoir partager les expériences sachant qu'on travaille souvent seul dans les ateliers et que c'est bien de pouvoir apprendre les uns les autres de cette manière-là, sachant qu'on ne peut pas non plus tout à fait se déplacer pour se voir. Donc voilà, c'est toujours d'un grand apport, je pense, pour tout le monde. Donc Valérie Braal, Stéphanie Pampano et puis Michel Charpentier. Deux anciennes licences pro. Valérie future peut-être. Licences pro, c'est jamais. Voilà, on ne sait jamais. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Voilà. Donc le principe là, de ce regard croisé, on en avait fait un l'année dernière sur la question de l'écriture dans l'atelier. C'est que chacune et chacun a 20 minutes pour nous parler de sa pratique. Et puis ensuite, on a un temps d'échange avec les trois intervenants, avec vos questions. Ça va comme ça? Donc, je vais chronométrer. Alors, on va tirer au sort l'ordre de passage. On s'est dit qu'on allait tirer qui parle en premier. Donc il y a les trois étudiants de l'année dernière qui vont tirer au sort. Ils sont trois. Donc, voilà, nos abonnés. Voilà. Donc, qui va commencer? C'est Valérie. Valérie. Ensuite. Michel. Stéphanie en dernier. Alors, ce que je propose, moi je mets le minuteur. Je peux l'avoir sous les yeux parce que comme je sais Oui, pas du alors, tout combien de temps ce que je propose, c'est que je mets le minuteur et je mets sur 20 minutes. Quand ça sonne, je vous laisse 5 minutes pour terminer, d'accord? Hein, pour que ça ne coupe pas d'un seul coup. D'accord, Valérie? D'accord. Voilà. Oh là. Voilà. Pas comme ça, pour qu'il y ait du temps. Et on termine à moins le quart, pile. Voilà. C'est parti? Alors attendez, je cale tout de suite. Je vous ai pas représenté, mais enfin vous allez vous présenter dans votre présentation. Très vite. Ah, d'accord. Voilà, Prise de parole. Voilà, dans votre prise de parole. Bien. Ok. Donc c'est bon. C'est bon? Allez, c'est parti. Moi je vais me lever, ça vous embête pas. Je vais même m'asseoir sur la table et Oui, enlever oui, mes oui. chaussures. J'espère que la table est bien. Voilà. C'est notre première, c'est ce qu'on se disait à tous les trois en fait. C'est notre, enfin moi ça fait 25 ans que j'enseigne et voilà, c'est la première fois qu'on me demande de venir parler de mon travail. Déjà, je voudrais remercier Bernard Grosjean pour son invitation. En fait, il m'a invitée parce qu'il m'a découverte au travers de l'écrit de François Sahor qui était en licence pro ici l'année dernière. Et François en fait a fait un stage là où je travaille à l'école des arts de Marcoussis et où entre autres je dirige un atelier de clown avec des adultes en situation de handicap. Voilà.
C'est vrai que de préparer en fait, ce lundi, en fait, m'a aidé à m'interroger aussi sur ma pédagogie, c'est-à-dire celle que je pratique depuis 25 ans. Et pour ça, je le remercie parce que du coup, j'ai pu analyser certaines choses vraiment très intéressantes. Je ne peux pas parler de mon travail de pédagogue aujourd'hui sans parler de ma formation. Donc moi, pourtant, j'ai été ici, dans ces murs, à l'université de Censier. C'était, si je retrouve ça, en 87. Hein, donc c'est très très loin pour vous, j'imagine. J'avais fait en fait à l'époque un diplôme d'université théâtrale. Voilà, que je n'ai pas fini parce que déjà j'étais dans une école de théâtre et puis comme j'habitais seule à Paris, j'étais obligée de subvenir à mes besoins, donc j'avais plein de petits boulots à côté. Mais voilà, du coup ces murs-là je les connais et ça me fait tout drôle de revenir ici aujourd'hui, quoi. J'ai commencé le théâtre très très tôt. Parce que j'étais très timide quand j'étais petite et j'ai commencé dans l'atelier du village où j'habitais dans l'Essonne et j'ai continué en fait tout le temps, ça a fait partie de ma vie au collège. J'ai été portée par des professeurs de français, d'histoire et je les en remercie. Au lycée également où là en fait j'ai participé au festival interscolaire du théâtre de Versailles, le théâtre Montansier. Et voilà, on a remporté le premier prix en fait. C'est pas tellement qu'on ait remporté le premier prix, c'est surtout que on présentait Exercice de style de Raymond Queneau et que quand je suis rentrée sur scène, tout à coup j'ai été quelqu'un d'autre. J'ai vu le regard des spectateurs sur moi. Je jouais en fait le descriptif de Tactile et donc on avait pris le parti pris que j'étais une nymphomane et je voyais les gens dans la salle me regarder avec des yeux comme ça énormes et je me suis dit mais c'est génial et c'est là que j'ai décidé de devenir comédienne. Donc derrière ça en fait j'ai fait une formation d'abord au cours Michel Grandval, donc j'étais à la fac à côté ici. Le cours Michel Grandval était juste derrière, je ne sais pas s'il existe toujours. J'ai passé 2 ans avec lui. Et après, en fait, j'ai participé à la création de l'école Claude Mathieu, dans le 18e, où j'ai passé 3 ans et où je suis sortie comédienne. À l'issue de ça, tout de suite, je voudrais quand même dire quelque chose sur l'école Claude Mathieu, parce que j'ai pu faire, dans ce démarrage d'école, en fait, il y avait beaucoup de nouveaux professeurs. Entre autres, il y avait Jacques Adjage, qui est important, vous le verrez par la suite. Il y avait Francis Henriot. Il y avait Rachid Akbal, il y avait Claude Mathieu, bien sûr, Thérèse Barbet, qui nous a quittés. Et ces professeurs-là, en fait, j'étais en atelier de recherche. Et c'est là, il y avait deux catégories, il y avait interprétation et recherche. Et du coup, moi, j'ai commencé par la recherche. Et en fait, c'est là que j'ai appris, que j'ai appris à me connaître et que j'ai découvert, en fait, que j'étais une comédienne instinctive. Vous comprendrez aussi pourquoi, parce que c'est très important dans la suite de ce que j'ai fait pédagogiquement. C'est eux qui m'ont appris ça et c'est ce travail de recherche qui m'a appris ça. C'est clair pour vous, parce que je vous vois froncer des sourcils. Non, il faut savoir, on veut savoir. Pardon ? Instinctive. Instinctive. Voilà. Après ça, en fait, tout de suite, on m'a proposé de... En fait, j'avais même pas passé l'audition professionnelle. On me propose de diriger des ateliers à Bougival pour des enfants et des préadolescents. Comme j'avais pas trop de travail en tant que comédienne, j'accepte, j'y vais, je le fais, sans me poser trop de questions. Et puis au final, je me suis rendu compte que pour préparer 4 heures de cours, il me fallait au départ 2 jours, puis après une journée, et que j'allais en cours à chaque fois. Je me disais... c'est des enfants, c'est la nature humaine, tu as de l'or entre les doigts, il faut faire attention de pas les abîmer, quoi. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très, de très fort, de très, voilà, de très dangereux aussi. C'est quelque chose avec lequel il fallait faire très attention. Et à l'époque, j'avais 25 ans.
Et je trouve aujourd'hui que c'était... enfin, avec le recul, je me dis que j'étais très jeune à l'époque pour faire ça, quoi. Après, je me suis rendu compte en préparant mes cours que il y a des moments ça marchait, il y a des moments ça marchait pas. Donc petit à petit, tout en continuant à préparer mes cours, je me suis rendu compte qu'en étant à l'écoute des enfants au sein du cours, il y a des moments où je bifurquais, c'est-à-dire que je proposais des exercices que moi-même j'avais fait en tant que comédienne, et que du coup, en étant dans cette écoute-là, j'arrivais à mener mon cours plus facilement et que j'arrivais à obtenir des choses des enfants, en fait. Et en fait, j'ai pu retrouver, comment dire, au sein de ce que j'essayais de faire avec eux, cet instinct. C'est-à-dire que j'ai trouvé un mélange entre préparer et en même temps essayer vraiment de sentir les choses. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de développer puisque je n'avais pas d'autres, finalement, acquis théoriques, je dirais. Même si ici, j'ai fait un stage de clown avec Jacqueline Sett. J'ai fait même les 2 stages de clown. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle animait en fait ce stage-là en 87. Mais je l'ai fait en 88 ou 89, je crois. Voilà. Je vais essayer de suivre mon déroulé. Je fais attention parce que le temps passe vite. Hein, Ouais, donc ouais. va vite au sujet. Alors, je vais vite au sujet. Oui. Donc tout ça pour dire que j'ai fait du clown, il y a eu des expériences, donc ici ça s'est très bien passé, ensuite avec notamment Jacques Adjage, ça a été beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que vraiment ça faisait appel à... Il fallait être tout nu, et je pense que comme à ce moment-là j'étais dans une période de transition, c'était voilà, c'était difficile. Donc, je vais passer directement... ensuite, j'ai travaillé à l'École des Arts de Marcoussis, où j'ai été embauchée quelques années plus tard. Et là, donc, il y avait une fête la fête de l'École des Arts avait lieu une fois par an. Et lors de cette fête, en fait, je vois un atelier d'adultes handicapés qui présente une pièce de théâtre. Et ils avaient appris un texte, ils étaient dirigés par une comédienne. Je vois que... comment dire, sur scène, elle les place, elle les dirige, elle leur souffle le texte. Je vois que ils ne sont pas autonomes en fait. Et suite à cette... je me pose la question, je me dis, mais comment on fait quand on travaille avec ce type de public? Quel théâtre on peut aborder avec eux? Parce qu'apprendre un texte, pour eux, pour certains d'entre eux, c'est très difficile. À l'issue de cette fête de l'École des Arts où j'assiste à ce spectacle, il s'avère qu'une éducatrice spécialisée vient me demander d'animer un atelier théâtre justement avec des adultes en situation de handicap. Je lui ai dit d'accord, mais je ne travaillerai pas le théâtre avec eux, je veux faire du clown. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai dit je veux faire du clown. Ça me paraissait une évidence parce que j'avais vu aussi le regard des spectateurs sur ces comédiens sur scène. Et je ne savais pas très bien s'ils rigolaient parce qu'ils se moquaient d'eux ou s'ils rigolaient parce qu'ils étaient handicapés. Et ça m'a beaucoup choquée. Je voudrais juste vous lire un texte sur le clown que j'ai pris à Françoise Quillet, qui a écrit un texte sur le clown au Théâtre du Soleil. Le clown est un être à part et reconnu de tous pour lequel on ressent un vif intérêt dans ce qu'il ne sait pas faire. Je vais reprendre parce que, excusez-moi, c'est très dur. Hein. Le clown est un être à part et reconnu de tous pour lequel on ressent un vif intérêt dans ce qu'il ne sait pas faire, là où il est faible. Montrer ses faiblesses, c'est accepter de se montrer tel que l'on est, c'est rechercher l'authenticité. Le clown, bousculant la logique, met un certain ordre dans le désordre. Il permet de dénoncer l'ordre reconnu. Faisant tomber son chapeau, il va le ramasser mais malencontreusement donne un coup de pied dedans et sans le faire exprès marche sur une canne qui lui saute des mains. Le clown rate là où on l'attend. Il réussit là où on ne l'attend pas. Dans la recherche de son propre clown réside la liberté d'être soi-même.
d'accepter sa vérité et le pouvoir d'en faire rire. Un enfant est en nous qui a grandi et que la société ne permet pas de montrer. La scène est là qui le permettra mieux que dans la vie. Le travail occasionné par le spectacle demeure fondamental puisqu'il donne la possibilité aux acteurs de forger leur propre langage. Ce texte correspond vraiment à ce que j'ai essayé de faire avec eux. C'est-à-dire que j'ai commencé par aborder des exercices de théâtre que je fais avec mes élèves depuis des années. Le travail sur déjà l'échauffement physique, qui réussissent à dissocier les différentes parties du corps, leur faire porter la voix, trouver des sons, de travailler le visage aussi sur des expressions, parce que souvent ils ont le visage très immobile. Travailler sur l'imaginaire aussi à travers différents objets. Ça, au début, c'était très difficile, et puis petit à petit, ils ont vraiment réussi à nous transmettre, à rendre lisible en tout cas ce qu'ils avaient dans la tête. J'ai beaucoup aussi travaillé sur, avec la musique notamment, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin de codes, de règles. Et en fait, comme je voulais les rendre autonomes, la musique a été très importante, ça a été un partenaire pour eux. C'est-à-dire que la règle, c'était quand la musique marche, ils marchaient. Quand la musique s'arrête, ils devaient s'arrêter. Voilà. C'est un exercice qu'on fait aussi avec des élèves comédiens, mais là, pour le coup, pour eux, c'était un langage. Et comme ils n'arrivaient pas toujours à comprendre mes consignes, ça, c'était quelque chose qui marchait. J'ai pris aussi des exercices dans la relation à deux après, comme le passage d'un stylo. Il y a un exercice qui s'appelle « Ceci est un ça ». En fait, il y en a un qui a le capuchon et l'autre qui a le stylo. Et du coup, cet exercice, en fait, je l'ai fait notamment l'année dernière pendant toute une année avec eux, pour qu'à la fin de l'année, je réussisse en fait à créer un duo sur scène. D'ailleurs, vous en verrez un extrait tout à l'heure. C'est-à-dire que sans leur donner de texte à apprendre, comment leur donner en fait juste une petite phrase chacun, et avec ça, ils arrivent à improviser et vraiment à exprimer ce qu'ils ressentent, quoi. Et en fait, c'est à travers tous ces exercices simples que j'ai réussi à construire le spectacle avec eux et le spectacle de clown. J'avais mis en place en fait un exercice que j'utilisais pour la construction du personnage qui s'appelle la traversée. En fait, c'est juste une traversée simple de jardin à cour ou de cour à jardin, où à chaque fois on ajoute un élément supplémentaire. Donc ça peut être déjà le corps, ça peut être après on rajoute une émotion, on rajoute la voix, on voit comment le personnage peut dire un mot, ou bien chercher un petit nom de clown, comment ces choses-là petit à petit peuvent se construire. Et en fait, la traversée, cet exercice, est vraiment la base de tous mes spectacles. D'ailleurs, le spectacle s'appelle La Traversée quand il le joue. C'est-à-dire que, toujours régi par la musique, en fait, donc quand il y a la musique, il rentre, quand la musique s'arrête, elle s'arrête, vous le verrez tout à l'heure. Et puis là, ça peut être plusieurs choses. Soit ils disent leur nom de clown, soit je provoque un interview, c'est-à-dire je leur pose des questions par rapport à leur clown. Comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, voilà. Et du coup, comme ça, j'ai réussi à créer le spectacle. Il y en a qui parlent, et puis il y en a qui ne parlent pas. Mais voilà. Comme du coup, je me suis rendu compte quand j'étais au début devant eux, c'est-à-dire qu'ils sont sur scène, je suis assise devant les spectateurs, et en fait je dialogue avec eux très très fort, c'est-à-dire que les spectateurs m'entendent, et du coup leur présence sur scène, déjà je suis un filet pour eux, parce qu'ils se raccrochent à moi, parce qu'effectivement la question notamment de François s'était posée dans son mémoire, c'est qu'il se disait c'est bizarre de faire passer quelqu'un tout seul sur scène, surtout en clown. Mais ils n'étaient pas seuls, parce que déjà ils avaient la musique, et ensuite ils m'avaient moi, qui était toujours là pour les rattraper. Et comme tout au long de l'année, je notais en fait leurs petits mots, leurs envies, les gestes qu'ils avaient l'habitude de faire, je me servais de ça en fait pour les relancer dans leur improvisation. Il me reste combien de temps là ? Je suis out déjà, c'est ça ? 4 minutes 16. D'accord.
Alors, je vais passer tout ça. Donc, pendant le spectacle, j'essaye d'intervenir le moins possible, en parlant le moins possible. En fait, aussi, dans les exercices que je voulais dire, c'est que je pratique beaucoup, c'est-à-dire, il y a un rituel avec eux. C'est-à-dire, il y a l'échauffement, après, il y a un exercice en cercle, après, il y a un exercice dans l'espace. Et tout ça, je ne veux pas dire que j'ai fait la même chose à chaque séance, mais j'essaye à chaque fois de faire évoluer ces exercices. Mais quand je voyais qu'il y avait des choses qui marchaient, en fait, je le prenais pour vraiment servir le spectacle, en fait. Je me servais de ce qui était fait en exercice pour le mettre dans le spectacle. Je vous ai dit tout ça, donc je vais vous montrer un extrait d'interview, justement, avec Eric. Vous pouvez peut-être éteindre là-bas. Ouais. C'est là-bas. Ouais, ça va aller. On va voir là. Je pense. Là Alors, pas du tout. Donc là, vous allez voir le si et le ça. C'est-à-dire, vous allez voir comment, à base de cet exercice, en fait, ça fait une improvisation. Ceci est ainsi. Ceci est ainsi. Ceci est ainsi. Je vais tout de suite enchaîner avec le deuxième extrait, si j'arrive à lire. Donc c'est 22-7, donc je vais vous montrer. Donc ça, c'était François, notamment, et Fanny. Fanny, que j'ai cru que j'allais pas garder, en fait, au début de l'année dernière, parce qu'elle ne respectait pas les consignes. Donc c'est 22-07. Voilà. C'est 5 minutes. Ouais, je finis. C'est terrible. Allez, oui. Après. Ah oui, je sais. Bonjour. Ah,
toi qui lui parles. Oui. C'est toi qui lui parles. C'est moi qui lui parle. Votre nom de clown, c'est quoi? Oui. Ah non. Ah bah non. Mais non, on a déjà eu un nom tout à l'heure, c'est pas possible. Vous n'êtes pas Monsieur Oui quand même. Ah mais moi je vais pas m'en sortir avec les onomatopées là, c'est pas possible. Hein. Ah faut arrêter. Hein. Bon, écoutez, moi j'ai votre carte d'identité de clown sous les yeux et je vois bien que vous vous appelez Milou. Alors, je voulais savoir, Tintin, il est où? Tintin, il est où? Vous l'avez caché où, Tintin? Oui. C'est votre chien? Oui. Et il est où? À mort. Ah, Oh. mais on peut pas le voir? Non, non, On hein. peut pas venir? Ah non, non. Ah, c'est dommage. Ah. Iggy. On vous aurait bien vu tous les deux. Oui. Mais en fait, c'est pas possible. Ouais. Eh ben tant pis. D'accord. Donc voilà, ça c'était Eric, qui est trisomique. Voilà, et il a une présence sur scène qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il a tout compris du rapport au public, quoi. C'est-à-dire qu'il sait, il sait comment jouer, il sait comment faire rire, il prend beaucoup de plaisir à ça. Et en fait, ce qui ressort de mon travail avec eux, ce que j'ai réussi, c'est que après les spectacles, quand on vient me voir en me disant mais ils sortent d'où ces clowns, et que j'explique et qu'ils les voient puisqu'ils sont avec moi, je suis avec eux à la sortie des spectacles, ils réalisent tout à coup que effectivement ils ont un handicap, chose qu'ils n'avaient pas vu sur scène. Et voilà, du coup, je suis ravie d'avoir insisté pour vraiment travailler le clown avec eux et pas le théâtre. Et les éducatrices avec qui je travaille aujourd'hui, en fait, en sont complètement convaincues. Bien. Merci Valérie. Je vais finir avec ça. On complétera tout à l'heure avec des questions. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Bon, bah, Michel, allez, go. tout le monde voit Michel. Ah, mais je me lève. Ah, tu vas te Oui, lever oui, moi aussi. aussi. Ouais. D'accord. Ouais, j'aime bien. Je vais peut-être même déambuler, je sais pas. Vous verrez bien. Voilà. Donc voilà, moi je m'appelle donc Michel Charpentier, je suis éducateur dans un ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, qui porte très bien son nom et qui accueille des jeunes de 7 à 14 ans. Et dans le cadre de mon travail, je propose des ateliers théâtre. Alors j'ai un casier théâtral chargé, moi aussi, essentiellement amateur. Enfin, j'ai quand même fait 2 formations, notamment la licence pro en 2003. Mais à l'époque, j'étais instituteur. Bon, après, voilà, les aléas de la vie font qu'aujourd'hui, je suis éducateur et que je m'en porte très bien. Donc, les enfants qui sont dans l'établissement où je travaille, en fait, ils sont définis handicapés parce qu'ils sont pris en charge par la maison de la personne handicapée, la MDPH, mais leur handicap ne se voit pas. C'est un handicap social et psychique, qui est détecté le plus souvent par les établissements scolaires, puisque l'enfant, quand il arrive dans des structures un peu, on va dire, organisées, comme les écoles, tout à coup ne supporte plus rien, devient très violent, très agressif, et donc met en péril le travail de l'enseignant, met en péril les enfants qui sont là, et il faut bien lui trouver une place et des soins. Et c'est là que, parfois,
quand les CMP et les CMPP ne suffisent plus, donc CMP, centre médico-pédagogique, CMPP, centre médico-psychopédagogique, quand ces établissements qui interviennent auprès de la famille, c'est-à-dire en ambulatoire, c'est-à-dire l'enfant continue à être à l'école, ces établissements ne suffisent plus. En général, les enfants viennent dans notre structure. Et puis après, si nous, on n'y peut rien, c'est l'hôpital de jour, voire l'hôpital tout court, psychiatrique. Voilà, donc ce sont des enfants qui sont... on aurait dit dans les années 80 que c'était des caractériels. Aujourd'hui, on dit qu'ils ont des troubles obsessionnels du comportement. Ils souffrent énormément de frustration. Tous les frustrent. Donc, ils sont toujours en conflit avec le monde. Et ça peut commencer très jeune, puisque cette année, par exemple, on en a accueilli 3 qui ont moins de 8 ans. Voilà. Ah oui, à la maternelle, tu mords la maîtresse, tu griffes les copains, tu renverses les tables, tu casses le robinet des toilettes, c'est possible. Donc, sauf que, voilà, on ne peut plus l'accueillir en classe. Donc, ils arrivent chez nous. Et donc, voilà, nous, les éducateurs, donc nous, on a on peut on peut recevoir jusqu'à 40 enfants. Et puis donc on a 4 éducateurs, 3 enseignants de l'éducation nationale et puis des thérapeutes qui sont tous à temps partiel, on propose donc ces 3 choses aux enfants qui sont chez nous. Dans la mesure du possible, on essaye de leur garder quelque temps à l'école. Et puis, grâce à notre travail, de les scolariser de plus en plus, donc les resocialiser en fait. Voilà, donc on est 4 éducateurs et on a tous plus ou moins nos lubies, nos hobbies, nos passions. Et voilà, comme moi je suis un peu théâtreux, j'ai décidé de partager ça avec ces jeunes. Donc, en fait, alors moi, par contre, je n'ai pas accueilli de stagiaires. Je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ce n'est pas le sujet. On a dans l'activité que je mets en place, j'ai des contraintes qui sont structurelles. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas moi qui choisis les groupes. Les jeunes qui viennent dans les groupes, ils viennent de façon non volontaire, c'est-à-dire qu'on organise des emplois du temps. Et dans le cadre de ces emplois du temps, bon, il y a une fenêtre sport-co, il y a une fenêtre boxe, il y a une fenêtre théâtre, et puis il y a des fenêtres ateliers scolaires. Et puis ensuite, on dispatche les enfants autant que faire se peut par rapport à leurs affinités, au travail qu'on attend d'eux, etc. Donc c'est un peu compliqué. Moralité, c'est même en cours d'année, c'est difficile de conserver un groupe stable. Les meilleures années, j'ai eu ma façon de travailler fait que moi j'aime bien travailler avec des groupes un peu étoffés. Donc pour moi, un idéal de groupe, ce serait 8. C'est très rare. La plupart du temps, là par exemple, en ce moment, j'ai 3 jeunes. Donc quand il y en a un qui, non volontaire, fait en sorte que ça ne fonctionne pas, ça devient très compliqué. Hein, donc c'est des séances de 1 heure, 1 heure et quart. J'essaye quand même d'en faire plusieurs dans la semaine parce que je me suis rendu compte, au départ je proposais ça en fait pour moi, parce que j'avais envie de pratiquer mon art, ma discipline. Et donc, je voulais le faire même dans le cadre de mon métier. Et puis très vite, je me suis rendu compte que en fait, ces enfants en avaient vraiment besoin. Alors, et en fait, ils en ont besoin parce qu'ils ont besoin de jouer. Ils sont petits, hein, ils sont jeunes. Et le monde d'aujourd'hui, notre monde technologique, citadin, ne leur offre pas beaucoup d'espace de jeu libre.
Quand j'étais instituteur dans les années 80, il y avait des petites filles qui jouaient à la marchande dans la cour. Aujourd'hui, c'est très rare. Aujourd'hui, les enfants jouent à autre chose. Ils jouent à Fortnite, Game of War, enfin, tous les trucs vidéo qu'ils peuvent voir. Voilà. Ou alors ils font les idiots comme les youtubeurs. Enfin, c'est assez réduit comme monde culturel et ludique. Et donc l'atelier théâtre leur apporte ça, puisqu'on n'est pas dans un atelier de sport. Hein. Le sport, l'activité de jeu va être très normée et elle va être autour d'un objet en général. Dans l'atelier théâtre, l'objet du théâtre, c'est eux-mêmes en fait. Quoique. Voilà. Alors, déjà, je voulais faire comme Valérie, je voulais remercier Bernard. Complètement oublié, mais bon, merci Bernard. Merci d'organiser ces séances-là. Merci de nous ouvrir un espace de parole. Voilà, c'est la première fois pour nous trois, mais en même temps, c'est aussi une façon de chercher une autre reconnaissance de ce qu'on fait, et donc merci d'être là. Comme on dit au théâtre, hein, bravo le public. Donc, et puis, je suis d'autant plus content d'être ici que c'est la Théâtrothèque Gaston Batti. Je mettrai bien un petit mot tout à l'heure, je ne sais pas où elle un petit mot d'amour là. C'est la Théâtrothèque Gaston Batti. Gaston Batti, en fait, ça fait partie des auteurs que j'ai découvert quand je suis venu en licence pro. Donc j'ai lu un livre fabuleux, je vous le conseille à tous, c'est L'art théâtral des origines à nos jours. Il l'a écrit avec Monsieur Chavance, une Bible. Et Gaston Batti, en fait, il faisait partie du Cartel. Hein, c'était un groupe de théâtreux entre deux guerres. Il y avait Dulin, Pitoef et Jouvet. Et ils ont essayé de révolutionner le théâtre, et ils ont créé tout un mouvement qui s'appelait l'art théâtral, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, je vous cite, je sais pas. Tu donneras des précisions. Ouais, d'accord, voilà. Et c'était en fait une sorte de conception du théâtre total. Et ça m'a beaucoup influencé aussi dans le travail que je fais avec les jeunes. C'est-à-dire que quand... D'accord. Ouais, c'est bon. Je peux rentrer dedans. Ouais, mais j'y vais. Là, te le rappeler. Ouais, j'y vais. Donc en fait, sauf si tu me coupes tout le temps. Ah bah non, alors donc en fait, quand j'organise mes ateliers, la première chose que je fais quand j'accueille les jeunes, je leur dis: est-ce que vous savez ce que c'est le théâtre? Vous êtes déjà allé au théâtre? Alors ouais, bien sûr. Bon, donc on discute, et puis je leur dis: bon, alors comment ça se passe quand vous allez au théâtre, ou quand vous avez vu des spectacles de théâtre à la télé, ou comment ça se passe? Eh ben, il y en a qui jouent. D'accord, il y en a qui jouent. Ok. Et c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Eh ben, ils sont sur une scène. D'accord, ils sont sur une scène. Donc, il y a un espace pour le jeu. D'accord. Mais alors, ils jouent pourquoi? Pour qui? Ben, il y a des spectateurs. Ah, d'accord. Les spectateurs, ils sont sur la scène. Ben non, il y a des sièges pour les spectateurs. D'accord. Donc, il y a un espace de non-jeu. Et... avant de jouer, où ils sont? Bah, dans les coulisses. D'accord. Donc il y a un espace de préparation du jeu. Et donc, dans la salle où je travaille, qui est une salle polyvalente de 80 mètres carrés, à peu près comme ici, je leur dis: bon ben voilà, ici c'est l'espace des spectateurs. C'est pour ça que j'ai mis des sièges, c'est là que vous pouvez vous asseoir. Et quand vous êtes là, c'est pas un espace de jeu. Quand vous êtes là, c'est un espace de regard. Par contre, vous pouvez jouer là. Ça, c'est l'espace de jeu. Donc, il se trouve qu'il y a 4 piliers dans la salle. Ils jouent entre les 4 piliers. Et en dehors, au-delà de ces piliers, c'est l'espace de préparation. Quand vous y êtes, le spectateur doit considérer que vous n'êtes pas en prestation de jeu. Donc ça, en fait, les enfants le captent assez vite. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette approche, c'est l'éducation du spectateur.
ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai fait la licence pro ici. Moi, je faisais du théâtre, j'étais acteur, hein, donc je joue. Ok, bon, d'accord, mais en fait, quelle est la place du spectateur? Et ici, il y a des formations, il y a des modules hein, sur la place du spectateur. Et du coup, on se pose la question de, ok, je vais demander à des jeunes de faire du théâtre, donc ils vont jouer, et quand ils jouent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, mais peut-être ça les intéresse pas, peut-être qu'eux, ils ont envie de jouer tout le temps. Or, moi, j'ai besoin de spectateurs. Il n'y a pas de théâtre sans spectateurs, puisque j'ai besoin de quelqu'un qui regarde une prestation. Donc, il faut que je motive le spectateur. Et donc là aussi, c'est pareil, quand j'ai fait la licence pro, j'ai découvert des techniques pour ça. Donc par exemple, le spectateur, quand il observe, il a le droit à la fin de dire si ça lui a plu, si ça lui a pas plu. Il peut essayer quand même de le formuler autrement qu'en disant c'est nul, mais on peut lui apprendre à le faire. Et puis surtout, ce que je leur dis, avant que ça commence, je leur dis attention, même si ça ne vous plaît pas, à la fin, il faudra faire des propositions aux joueurs pour que son jeu vous plaise plus. Donc qu'est-ce qu'il aurait pu faire et comment toi tu l'aurais fait, mais il va falloir lui parler, il ne va pas seulement falloir lui dire ça m'a pas plu, c'était nul, t'as mal fait, il va aussi falloir lui dire bah tiens, tu aurais peut-être pu faire comme ça, tu aurais peut-être faire comme ça. Et donc, quand moi je suis en position de spectateur, je leur montre aussi ça. Et ça aussi, ils comprennent assez vite, et en général, ça marche. Pourquoi en général? Parce que ce sont des enfants avec leurs problématiques, et que parfois, c'est très très difficile, en fait, de faire preuve de bienveillance, par exemple. Hein, ils ont plutôt envie d'être agressifs, ils ont plutôt envie de... Bon. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait dans l'atelier, et qui, en général, porte ses fruits. Ok. Alors, donc j'ai parlé des espaces. Oui, alors, donc je travaille, donc je suppose que vous l'avez peut-être compris dans ce que j'ai dit, mon espace est vide. Hein, donc, Brooke, l'espace vide. Ok. Non, mais c'est vachement important, en fait, mine de rien. L'espace est vide. Et on va utiliser, donc c'est pour ça que j'appelle ça un théâtre de bric et de broc, c'est-à-dire que l'enfant va me dire ah oui mais moi je veux bien passer, j'ai une idée, mais j'ai besoin de ça. Et je dis ah bah mais j'ai pas. Et donc là on rentre dans du théâtre d'objets, c'est-à-dire que tout à coup on va détourner des objets qui sont là dans la salle, donc il y a quelques chaises, il va y avoir une raquette de ping-pong parce que c'est la salle où on fait le ping-pong aussi. Donc il y a du matériel. Donc une raquette de ping-pong va se transformer en téléphone ou en mitraillette, et tout ça, ça marche très très bien. Après, s'il a besoin de faire une montagne, on va prendre 2 chaises, on va associer 2 chaises, et puis il pourra monter dessus pour montrer que voilà. Donc voilà. Alors, ça c'est dit, ça c'est dit. Ah oui, alors. Ah ben, c'est compliqué, il nous a mis la pression avec ces 20 minutes, Bernard. Donc, j'ai évolué aussi dans ma pratique. Alors, c'est pareil, encore une fois, c'est parce que j'ai découvert ça ici, mais je ne l'ai pas exploité tout de suite, c'est le théâtre de marionnettes. En fait, si vous voulez, je pars du principe, si j'ai le temps, je fais un détour par les sports de combat, parce que, en fait, à la base, j'avais dit à Bernard que je voulais faire une liaison avec les sports de combat. Mais bon, j'aurais pas le temps, c'est pas grave. Pour moi, quand on se met en jeu, on se met en danger. On se met en danger aussi bien que quand je rentre sur un ring de boxe, je me mets en danger. Je me confronte à quelque chose. Donc quand je me mets en jeu, je me mets en danger. Et il y a certains enfants pour qui c'est pas possible. Surtout ces enfants-là, à un moment donné, c'est impossible. Donc j'autorise le non-jeu. Un enfant peut ne jamais jouer. Par contre, dans le théâtre, et là je reviens, alors j'ai deux options. Soit j'arrive à mobiliser l'enfant sur une approche technique, d'accord, tu veux pas jouer, d'accord, tu peux peut-être t'occuper des éclairages,
Et là, on va trouver une lampe de chevet, un machin, et puis c'est lui qui va organiser le truc. Tu peux peut-être t'occuper de mettre en place la montagne, et donc il met en place la montagne, et il devient le chef technicien. Théâtre. Et en plus, ça va l'amener au jeu. Mine de rien, ça va l'amener au jeu. Il peut aussi tout à fait s'occuper de la musique. Si on met de la musique, c'est lui qui va s'occuper de mettre en marche, d'arrêter, voire éventuellement de choisir la musique. Voilà. Et donc, deuxième option, ok, c'est plus vous qui jouez, ce sont des objets. Et on rentre dans le théâtre de marionnettes. Alors, la première fois que je leur ai montré du théâtre de marionnettes, en fait, je venais faire une séance de boxe avant, j'avais encore le matériel de boxe, et il y avait la table de ping-pong, et donc j'ai pris les gants de boxe, je suis passé derrière la table de ping-pong, et j'ai fait parler les gants de boxe. Et évidemment, ça marche. Croyez-moi. Et donc, encore une fois, détournement d'objets, théâtre d'objets, et donc ça les intéresse, puisqu'ils sont cachés. Donc ils se montrent cachés. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait au théâtre? Sinon, toujours avancer, dissimuler. On est toujours, on se grime, donc on a toujours un masque, on a toujours un costume, on a toujours quelque chose qui nous dissimule. C'est pour ça aussi que je leur explique très vite, surtout à ceux pour qui ça pose un problème, quand tu joues, c'est pas toi qui joues, c'est un personnage. Donc c'est pas toi qui es mis en cause dans le jeu, c'est ton personnage. Et donc là aussi, ça c'est bon, on pourrait parler des thérapeutes aussi. Enfin, j'aurais pas le temps. Il me reste 2 minutes. Bon, évidemment, les collègues thérapeutes de l'établissement sont très intéressés par toutes ces explications, parce qu'en plus, si vous voulez, on a des réunions comme ça institutionnelles où en fait on explique ce qu'on fait. Donc ça les interpelle. J'ai dû même faire des écrits par rapport à certains thérapeutes pour leur dire non, mais moi je suis pas thérapeute, parce que je fais en sorte que les enfants ne se mettent pas en jeu dans leur vie personnelle, qu'ils ne mettent pas en jeu leurs problématiques, sinon je ferais du psychodrame. Moi je fais du théâtre, donc j'ai une approche artistique. On a eu une intervenante l'autre jour, Chassagne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Échappasse. Comment ? Échappasse ? Voilà, Ouais. qui faisait très très bien cette différence entre une approche thérapeute et une approche artiste. Elle expliquait très bien, donc je vous renvoie au document qu'on nous a envoyé et merci à la personne qui prend les notes d'ailleurs. Parce qu'elle s'est expliquée dans le document, c'est très bien dit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore en 1 minute? Est-ce que je fais un spectacle ou pas? Ça, c'est une question quand on fait un atelier de théâtre. Est-ce que je fais spectacle ou pas? Et qu'est-ce que c'est un spectacle? C'est-à-dire, un spectacle, finalement, ça pourrait être tout simplement une présentation d'atelier. Et un spectacle, ça veut dire pour quel public? Est-ce que je fais un spectacle seulement pour les autres jeunes de l'établissement? Est-ce que je fais un spectacle pour les familles de l'établissement? Et qu'est-ce que ça implique auprès des jeunes qui sont dans l'atelier théâtre, dont je vous rappelle qu'ils ne sont pas volontaires à la base? Donc ça veut dire aussi qu'il y a tout un travail de motivation. Et donc, je me suis vraiment posé la question. À la base, pour moi, le plus important, c'était éventuellement de faire une présentation d'atelier. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, parce qu'ils ont beaucoup d'exigences, parfois ils ont des exigences pertinentes, bien sûr. Et donc, par exemple, s'ils font un spectacle, ça doit être un spectacle. C'est une présentation d'atelier. Pour eux, les jeunes, ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, moi, j'arrive pas à en donner. Et donc, ils veulent faire un spectacle. Très souvent, ils veulent faire un spectacle. Mais, ils ne veulent pas le faire devant du public. Ah oui. Ah oui. Donc, tout le travail va être, en fait, de préparer le spectacle, mais jamais, je leur dis à chaque fois, d'accord, tu ne veux pas le présenter, on ne le présentera pas. Mais on le prépare. Et évidemment, arrivé à l'échéance, il y en a toujours une bonne partie qui veut montrer le spectacle, une bonne partie qui ne veut pas, et qui au dernier moment va lancer le spectacle. Et quand ils font le spectacle, ils sont en autonomie.
C'est-à-dire que donc j'aménage la salle. Alors là, pour le coup, je transforme la salle en théâtre, c'est-à-dire que j'installe des rideaux. J'ai récupéré des grands rideaux Ikea là, qui font 2 mètres 10. J'ai tiré une tringle sur un fil électrique. Briquet de broc, moi j'aime bien un briquet de broc. J'ai mis mes rideaux, donc ça me fait un fond de scène. Après, devant, s'ils ont fait une montagne, on prend 2 chaises, on pose une couverture dessus, tac, voilà. Éventuellement, on fait le Père Noël, il y aura un bonnet rouge, comme ça on sait que c'est le Père Noël. On identifie avec des... je suis très aussi dans l'utilisation symbolique, représentative des choses. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et ça marche. Et ça, voilà, et ça, voilà, ça marche ou pas, ça dépend. En fait, ça dépend. Voilà, j'ai dit à peu près, j'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer, sauf les sports de combat. Voilà. Mais c'est pas grave, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. D'accord, on va dire la première question, ce sera les sports de combat. Merci Michel. Je t'en prie. Bon, Stéphanie, tout va bien? Ouais. Alors, je vais lancer un diaporama photo avant de commencer. Voilà. Donc, Escape. on va... Alors, j'en profite pendant que je fais ça. Je pense que je vais remercier aussi Bernard et mes 2 stagiaires qui sont présentes. Voilà, Stéphanie, qui était ma stagiaire de l'année dernière, voilà. Et Angie, qui est en fait en élève psychomote. Pardon, c'est ça, qui travaille dans le foyer dans lequel j'interviens. Et voilà, quand elle a su qu'il y avait un atelier spectacle, n'importe quoi, un atelier théâtre, a voulu venir et elle a eu le grand plaisir de découvrir que finalement c'était du clown. Donc elle est d'autant plus satisfaite et contente. Et moi je suis très contente de les avoir toutes les deux, de les avoir eues. Voilà, c'est un apport très précieux. Là, écoute, c'est quoi là? Je fais à partir du début, démarrer, ça va rouler. On va voir. Normalement, il y a un minutage. On va voir. Si dans 2 minutes, ça n'a pas bougé, celle-là, il faudra que... Ah non, c'est pas celle-là, la première. Oula! Ah non, c'est pas ça du tout. Bon. Pas de panique. Voilà. Ouais, ok, mais j'avais pas envie de gérer ça. Je l'ai programmé et tout, parce que je vais pas mal lire, hein, je m'excuse. Mais du coup, je suis pas très à l'aise et j'ai préparé un peu. J'ai minuté un peu. Mais alors, donc voilà, c'est mon... Voilà, voilà, je vais aller à l'essentiel. Je vais essayer. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis comédienne de formation. Et je me suis mise aux ateliers théâtre, voilà, vraiment en autodidacte. J'ai commencé avec des autistes en 2001. Voilà, il y avait un foyer d'autistes qui s'ouvrait dans ma ville. Et mon compagnon de l'époque faisait de l'acrobranche avec eux. Et il savait que j'étais très avide de travailler, de rencontrer les personnes atteintes d'handicap mentaux. Et du coup, voilà, je me suis lancée avec eux. Et après, j'ai suivi la licence professionnelle, voilà. Et tout en continuant, suite à la licence professionnelle, du coup, je me suis ouverte à d'autres publics, voilà, des enfants et des adultes non handicapés. Et voilà, je continue toujours avec eux. Et je continue avec les publics handicapés, donc plus d'autistes depuis un petit moment, mais j'interviens dans un foyer de vie et accueil de jour à Versailles, voilà, où il y a différentes pathologies que je ne connais pas d'ailleurs, mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont autistes, beaucoup de trisomie, de retards mentaux, voilà, des déficiences mentales aussi. Voilà, et donc à la base, je faisais des ateliers de théâtre. Et en fait, j'ai découvert le clown il y a 2 ans. Et ça a été une grande révélation pour moi. Voilà, j'ai été saisie littéralement par l'extraordinaire liberté et richesse du clown. La palette de jeux tellement vaste et aussi
approfondie et profonde, dans lequel on s'embarque. Et voilà, et ce que j'aime, c'est que dans le clown, tout est bienvenu. Et ça, je trouve ça super adapté voilà, à ce public particulier. Voilà, j'ai l'une de mes profs de clown qui dit que tout est bon dans le cochon, et ben dans le clown, c'est pareil. Et je suis totalement d'accord avec ça. Voilà, dans le travail du clown, la première étape incontournable, c'est, avant de mettre le nez, de se dépouiller de ses couches sociales. Voilà, parce que le nez enlève toutes les conventions, toutes les contraintes, tous les codes sociaux, toutes les barrières, et pour faire émerger un être complètement déconditionné, libre, qui va vivre sur le plateau comme il l'entend. Et voilà, et donc il faut pouvoir accéder à cet état physique et psychique. Et ça peut représenter un énorme travail, voilà, pour nous adultes. Et il se trouve que voilà, les personnes en situation de handicap, elles portent déjà en elles une sorte de déconditionnement, voilà, qui est propice à ça. Ils sont dans leur monde. Et voilà, donc ils sont déjà porteurs d'un univers énorme. Voilà, la singularité du clown, c'est de vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent et dans la réalité concrète, avec toute la naïveté de l'enfant. Et ces qualités-là du clown sont très riches pour le travail avec les handicapés mentaux. Voilà, parce que eux, ils sont déjà tellement connectés à leur âme d'enfant que là aussi, la porte d'accès m'est apparue super ouverte, quoi. Voilà, et ce qui me plaît tout particulièrement avec eux, c'est que pour eux, du coup, c'est comme le fait de jouer sur scène en clown, c'est comme une validation à exister de la manière dont ils sont, tels qu'ils sont, avec toute l'humanité qu'ils portent en eux et qu'ils ont envie de partager. Et que nous, public, on est heureux de découvrir. Enfin, en tout cas, moi, quoi. Voilà. Bon, très vite fait, j'ai balancé des adjectifs du clown parce que c'est important de situer. Voilà, le clown est un être est spontané, sensible, curieux, créatif, authentique. Il est super ouvert, réceptif, créatif. Il est dilaté, en lien avec le monde. Donc dans le clown, il n'y a pas de quatrième mur. Donc il est relié au public. Il est en complicité avec le public. Il reçoit ce que le public lui renvoie. Il en joue. Voilà. Il est aussi plein de paradoxes. Il est sérieux et drôle, maladroit et habile, fragile et solide, spontané et conscient, profond et léger. Voilà, enfin, c'est super riche, quoi. Tout est possible. Tout est possible, voilà. Enfin, tout le monde a sa place dans le clown. C'est tellement... voilà, enfin... voilà, il y a tellement de choses à jouer, à explorer, sans filtre, dans le moment présent. Voilà, le fait aussi de pouvoir être traversé par ces émotions du moment et de pouvoir... voilà, tout le travail du clown, après, ça va être de les agrandir, de voir ce qu'on en fait. Et voilà, et la possibilité de pouvoir être dans l'échec, de montrer sa vulnérabilité, ses failles, ses faiblesses. Voilà, le clown, c'est ce monstre. Ça marche pas du tout, en fait. Ah oui, mais il ne te suit pas, il ne te suit pas. Il ne suit pas du tout. Voilà, le clown est ce monstre d'humanité. Monstre au sens plein, grand, vivant. Voilà, et dans le clown, tout est jeu. Donc voilà, donc le travail du clown, voilà, introduire le clown dans mes ateliers, c'est devenu une évidence. Et en aucun cas, je reviendrai en arrière.
mes souvenirs de la première expérience de mise en nez, c'est une excitation très forte des joueurs, sans doute due à toute la fantasmagorie qui est liée au clown, mais aussi il m'a semblé percevoir une jubilation d'aller à la rencontre de leur clown, de leur moi profond, et de laisser la place pleinement à leur âme d'enfant, à leurs conneries, à leurs émotions, à leurs obsessions. Voilà, il y a l'exemple de Raphaël, qui est un jeune autiste et assez fort. Pour moi, clairement, avec lui, il y a l'avant-nez et l'après-nez. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas le nez, il se comporte de manière, tel qu'il se comporte dans la société, entre guillemets. C'est-à-dire, il est plutôt replié sur lui-même, il peut être un peu fuyant, voilà, très introverti. Et dès qu'il met le nez, tout de suite, il y a une métamorphose, il y a une jubilation, il trépigne, voilà, il y a une espèce de... Le jeu se met en route et ça le... Enfin, ça transpire, quoi. Voilà, bon, c'est pas le cas pour tous, hein, mais voilà, je vais citer comme ça des... Enfin, en tout cas, voilà, le nez, c'est le plus petit masque du monde. Et donc, qui dit masque, dit le masque cache, et donc en cachant, il révèle. Et pour Raphaël, ça me semble évident, pour avoir fait du théâtre avec lui avant, qu'il se sent complètement protégé par ce nez, en confiance. Et d'ailleurs, quand il est en clown, il demande beaucoup. C'est très rare qu'il me demande de valider ce qu'il fait. Souvent dans les exercices, quand on n'a pas le nez, il me demande avant. Il attend que je lui dise « mais vas-y ». Et là, il le demande beaucoup plus rarement. Voilà. Donc, je vous décris l'atelier type. Donc, il y a l'espace de jeu et l'espace du public. Voilà, qui est clairement posé, délimité, rabâché. Voilà, donc l'espace de public, il est représenté par des chaises alignées face à la scène. Et l'espace de jeu, il est délimité par des bâtons et du scotch. Voilà, et c'est super important que ce soit vraiment... qu'ils puissent se repérer dans ce dispositif et qu'on puisse mettre le maximum d'outils pour qu'ils puissent s'y repérer. Donc voilà, donc là c'est posé visuellement et en plus je leur rappelle ce qu'on fait sur scène et ce qu'on fait dans le public. Voilà, que sur le plateau c'est un espace protégé, à la fois parce que on y joue et que c'est pour de faux, aussi parce que le regard que l'on porte sur eux est bienveillant. Et donc, ils peuvent tenter, expérimenter, vivre des choses sans risque. Voilà, donc ça, c'est... Mais je reviendrai plus tard sur le cadre spatio-temporel qui est super important avec eux. Voilà, donc, après, il y a l'échauffement physique, qui est devenu un rituel, et qui est pour moi, que je remets en question assez épisodiquement. Mais voilà, je les interroge là-dessus, et tous, ils me disent qu'ils en ont besoin. Et pour moi, c'est vraiment une manière d'atterrir dans l'atelier, d'atterrir dans le groupe, et aussi dans l'ici et maintenant. Voilà, donc de se connecter à son corps, en essayant d'en prendre conscience de toutes les parties, en le chauffant, en l'étirant, en prenant soin, en se massant. Voilà. Après, on part sur des jeux. Salut Paul. Voilà, des jeux pour... voilà, l'objectif des jeux, c'est de les rendre disponibles, de les éveiller, de les rendre ouverts, sensibles, de voir les possibilités que leur offre leur corps, l'espace, leur imaginaire, les objets, leurs partenaires. Voilà, donc on travaille sur l'écoute, la confiance, les rythmes, les démarches. Il y a beaucoup de corps, beaucoup de travail en aveugle, beaucoup de guidage.
beaucoup de jeux en majeur et en mineur pour le travail du clown. Voilà, et on travaille aussi beaucoup de manière assez régulière sur les émotions. Donc avec les 5 grandes émotions. Peur, joie, tristesse, colère. Et j'ai rajouté la surprise depuis qu'on travaille avec le clown. Voilà. Après, il y a le temps du costumage et de la boum des clowns. Alors, le costumage s'effectue sur le plateau. Donc là, je disperse tous les costumes et chaque clown, et donc ils viennent avec le nez. Et chaque clown, il se costume en clown. Et chaque clown choisit son costume en fonction de son humeur du jour. Voilà, parce que pour moi, je ne travaille pas autour d'un clown. Pour moi, il y a... Voilà, ça bouge, c'est mouvant, enfin... Un clown par jour, quoi. Ouais. Non, en tout cas, avec cette fréquence d'intervention, tout ça, enfin... Voilà, donc je les incite à suivre leur impulsion. Par exemple, tiens, cette couleur m'attire, cette texture, cette forme, cette matière. Voilà, et à ne pas se poser de questions. S'ils ont une impulsion, qu'ils la prennent, qu'ils se fassent confiance et qu'ils y aillent. Donc chacun va à son rythme dans ce costumage. Donc une fois... Ah, et ça se fait en musique aussi, la plupart du temps. Voilà, pour essayer d'être dans le corps et pas dans la tête. Voilà, une fois qu'ils sont costumés, ils vivent leur vie sur le plateau. Ils se découvrent, ils découvrent les autres, ils voient en quoi leur costume les modifie ou non, quelle démarche ça peut leur amener aujourd'hui, quelle humeur, voilà, ils découvrent les autres et voilà. Et ça, c'est des temps, ce temps-là du costumage et de la boum, qui peut être assez long et qui peut finir dans des choses assez profondes, dans des moments assez sensibles, assez émouvants, parce qu'ils sont vraiment connectés à leurs besoins. Et donc voilà, et par exemple, il y en a, il a toujours besoin de s'allonger et d'être dans sa bulle. Voilà. Et il y en a qui viennent le voir parce qu'ils pensent que ça va pas. En fait, il va très bien. Il y en a qui viennent le voir. Voilà, donc il y a des interactions qui se font. Voilà, il y en a qui sont juste dans un mouvement sur la musique. Et il fait sa vie avec ça. Et voilà, et il y en a tout à coup qui se livrent. Voilà, voilà, dernièrement, il y en a une qui a commencé à se livrer, c'est assez récurrent, c'est une obsession sur la mort. Et voilà, et elle s'est livrée à moi. Et elle a fini par... voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le contact. Et elle a fini par passer 5 minutes, la tête sur mes genoux, et juste, voilà, comme ça, prendre le temps de vivre ce qu'il y a. Et voilà, et le clown permet vraiment ça, quoi. Bon, je me recentre. Je vais vous parler vraiment de choses importantes. C'est important ce que tu dis. Ouais, Oui. ouais, mais ouais. 3 minutes plus 3. Non, mais je voudrais poser mes problématiques. Voilà. Bon, alors après, c'est le temps des improvisations. Voilà, qui est le moment très attendu par eux. Voilà, c'est leur moment de jeu. Voilà, je les invite à explorer pendant ce moment d'improvisation, à expérimenter tout ce qu'ils veulent. Leur rapport à l'objet, leur rapport à l'imaginaire, leur rapport à l'espace, leur rapport à l'autre. Je les invite à partir vraiment de là où ils sont, en toute tranquillité, sans aucune production. Voilà. Les improvisations, bon voilà, ça peut être à partir d'un lieu, à partir d'une situation. Par exemple, il y a une chaise et 2 clowns. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 sont assez motivés pour aller s'asseoir sur la chaise. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, voilà, entrer sur un plateau avec plein de feuilles mortes dessus. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Les improvisations solo sont très souvent accompagnées par une musique de soutien. Je privilégie beaucoup le sans mots. Enfin, d'ailleurs, ils vont naturellement là-dedans pour la plupart. Voilà, sauf quand ils jouent à 2. Enfin, aussi, hein,
dans un premier temps. Après, voilà, les mots avec parcimonie. Voilà. Non, ma posture, j'en parlerai si j'ai le temps. Alors, les questions. Voilà. Alors, j'ai 2 grands questionnements autour du jeu clownesque avec les handicapés mentaux. Premièrement, c'est bien sûr, c'est cette question de leur perception. Qu'est-ce qu'ils perçoivent lorsqu'ils sont en train de jouer sur scène? Qu'est-ce qu'ils perçoivent de leur jeu? Quel est leur degré de conscience de leur jeu en opposition à la réalité? Est-ce qu'ils arrivent à prendre de la distance? Distance qui est nécessaire dans le travail du clown. Voilà, et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à évaluer malgré le cadre spatio-temporel qui est posé. On a beau leur dire tu es en jeu quand tu mets le pied sur le plateau, quand tu mets ton nez, et ça se finit quand tu enlèves ton nez, quand tu sors du plateau, c'est pas si évident que ça. Alors après, il y a des signes qui montrent que pour certains, ils en ont. Enfin, c'est perceptible. Voilà. Il y en a qui enlèvent le nez systématiquement sans que j'ai à leur demander. Il y en a qui prennent une toute autre posture en sortant de scène, qui se relâchent, la respiration est différente. Ils se reconnectent avec moi et le public par le regard. Voilà, donc tout ça, c'est des signes qui laissent supposer qu'ils ils perçoivent qu'ils sont en jeu quand ils sont sur le plateau et plus en jeu quand ils n'y sont plus. Voilà. Oh, merde. On va encore 3 minutes. Voilà. C'est large. Alors. Qu'est-ce que je vais remercier. Oui, la deuxième question. Ouais. Ah non, mais j'ai pas fini avec celle-là. Ah bon, ok. Bon, allez, on va dans les questions. Non, mais... Ouais, bon, je vous donne juste un exemple. J'ai Cédric, voilà, qui notamment, lorsqu'il a vécu des choses très fortes sur le plateau, qu'il a été traversé par des émotions fortes, ou quand il a été avec un partenaire dans des choses dans lesquelles il ne va pas généralement et qui lui font peur, par exemple, dans des choses d'un peu de domination, où il impose son personnage, enfin, ce qu'il veut, alors que dans la vie, ils ne le font pas. Eh bien, il sort, il se coupe du jeu, ou il le fait sur scène d'ailleurs, il ne sort pas, et il me dit « C'est pour de faux, hein, Stéphanie, c'est pour de faux. » Et voilà, et donc j'ai besoin, pour certains, de leur rappeler, de les rassurer en leur disant « Tu étais en scène, tu étais sur le plateau, donc tout ce qui se joue sur le plateau, c'est un espace différent, c'est un temps différent, c'est le temps de la représentation théâtrale, c'est le temps du jeu théâtral, qui n'est pas le même que dans la vie. » Et voilà, et j'essaye de leur dire de plein de manières différentes, d'employer plein de mots différentes, parce que voilà... j'essaye d'être la plus large possible pour que chacun puisse trouver des mots, des explications qu'ils comprennent. Voilà. Et la deuxième question, c'est la question de... Allez, j'ai besoin de support, moi. C'est voilà, la question... de la liberté qu'offre le clown. Est-ce qu'elle est adaptée avec les problématiques qui peuvent être liées à ce public-là? Est-ce que c'est possible d'aller loin dans l'imaginaire sans prendre le risque de s'y perdre, de s'y noyer? Voilà. Ça, c'est encore, ça rejoint un peu la question de, enfin voilà, du cadre, une nouvelle fois. Il y a Marie et Cédric qui ont fait une improvisation. Marie et Cédric, ils sont en couple dans la vie, ils sont amoureux.
Et Marie, elle était à quatre pattes. Il y avait des cartons sur... Vas-y, termine. Il y avait des cartons sur le plateau. Elle s'est saisie d'un carton qu'elle a mis autour de sa nuque. Et ça l'a amenée à se transformer en félin, en lion, j'imagine. Pour nous, ça évoquait clairement une crinière. Je ne sais pas ce que ça évoquait pour elle, mais pour nous, visuellement, ça évoquait clairement une crinière. Et elle s'est mise à suivre Cédric en poussant des cris de lion. Voilà. Et Cédric est rentré dans le jeu, ça l'amusait beaucoup. Et à un moment, elle a enlevé le carton et elle a continué le jeu, mais sous un tissu. Et elle a continué à le poursuivre, voilà, et en étant de plus en plus inquiétante pour lui. À tel point qu'il a fallu... Alors, je me souviens plus si c'est moi qui ai interrompu l'impro ou si c'est lui. Mais voilà, c'est cette image-là, voilà. Je vais revenir dessus. En fait, c'est toutes ces images-là. Voilà, ça, c'était cette impro. Ben voilà, c'est toute cette impro-là. Voilà, donc Marie, Cédric. Voilà, et Marie qui commence à le poursuivre. Cédric, pour le moment, ça va, il s'en amuse. Voilà, elle met le tissu sur sa tête. Il commence à se poser un petit peu des questions. Ah mince, c'est pas ça que je vais montrer. Elle est où la fin? Ah ouais, non, bon, ok. Et en fait, Cédric, il s'est avéré que la peur l'a envahi. Et du coup, il n'était plus capable d'évaluer où il était. Il savait plus si c'était du jeu, pas du jeu. Voilà, et donc j'ai dû aller vers lui pour le rassurer. Marie aussi tout de suite est venue vers lui, lui faire un câlin en disant mais c'est moi mon chéri. Voilà, et donc voilà, ça questionne. Voilà, moi mon envie après, mon obsession c'était de me dire oh, j'espère qu'il va laisser ça ici, qu'il va pouvoir déposer ça ici, repartir tranquille, et que la prochaine fois qu'il reviendra sur le plateau, il n'aura pas cette appréhension-là, qui ne mêlera pas... voilà. D'accord. Bien. Merci beaucoup à vous trois. Voilà. Bon, alors, on a une petite demi-heure. Voilà, pour compléter. Alors, voilà, allons-y pour les questions qui ont germé du discours. Allez, Gaëlle. Est-ce que tu as reçu une formation spécifique? Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est comme disait Valérie, pour moi, c'est quelque chose... quand tu disais que tu es une comédienne de l'instinct, du coup, ça fait référence à ça pour moi. Voilà, c'est que moi aussi, je suis quelqu'un d'assez instinctif, qui me met en empathie avec les autres. Et j'essaie d'être à l'écoute, de sentir... voilà, et donc je me suis formée petit à petit. Ça fait 15 ans que je fais ça maintenant. Voilà. Non. Si ce n'est la licence pro quand même. Voilà, qui m'a apporté plein de choses. Avant, c'était du théâtre traditionnel. Ouais. Depuis 2 ans, c'est ouais. cool, mais avec le même public. Ouais. Ouais. Et avant, c'était théâtre traditionnel, mais beaucoup plus d'impro. Hein. Très peu de texte. Ou alors, à partir de leur improvisation, j'écrivais. Mais... Ludivine et puis Alexandra. Oui. Moi j'ai une question. Vous avez commencé à y répondre au théâtre, dans le film. On avance toujours à visage masqué. Et quand même, oui, mais je trouve aussi que le théâtre et encore plus le clown, c'est aussi mettre à nu. Ah mais complètement. Ouais. Et pour des publics aussi, plus compliqués que les publics normaux. Se mettre à nu, je trouve ça... donc, j'imagine que des fois, faire la part entre la réalité, je me mets à nu là, et trop compliqué des fois. Voilà, bref, allez. En fait, c'est avec ce type de public, de toute façon, les règles sont importantes. C'est-à-dire, quand on fait du théâtre, quoi qu'il en soit... l'espace défini de la scène permet toutes ces libertés. Voilà. Qu'on fasse du clown, qu'on fasse du mime, quoi qu'on fasse. Voilà. Donc, effectivement, ce qui se passe avec le clown et avec ce type d'acteurs, c'est que ils sont tellement cloisonnés, on les regarde tellement d'une telle façon à l'extérieur,
que cet espace scénique, il va leur permettre d'exprimer tout ce qu'ils retiennent parce que la société ne leur autorise pas ça. Voilà. Effectivement, comme le disait Stéphanie, c'est un vrai espace d'expression pour eux, où tout à coup ils se sentent libres, et justement où il n'y a plus ce regard des autres, qu'ils sentent tout le temps. Enfin, moi, quand je suis avec mes clowns, je vois certaines personnes les regarder, mais j'ai honte, quoi. J'ai honte parce que le regard de la société, encore aujourd'hui, est difficile sur ce type de public. Et du coup, les cloisonne dans un certain comportement qui fait que, effectivement, je trouve que le clown les libère de ça. Parce que tout à coup, on leur dit, voilà, tu vois le carré là, et ben dans ce carré, à partir du moment où tu respectes les autres, tu respectes tes partenaires sur scène, tout est possible. Tu peux exprimer tout ce qui te passe par la tête. Donc effectivement, ce qu'elle disait, leur peur de la mort, leurs angoisses, et voilà, ils racontent des choses, ils se libèrent de ça. Donc pour eux, c'est salvateur, quoi. Et en plus, c'est théâtralisé, c'est théâtralisé complètement. C'est-à-dire que moi, je fais pas de psy, hein. C'est pas mon métier, hein. Moi, dès que ça déborde, je les envoie, les éducateurs les récupèrent. Mais c'est arrivé une fois, mais elle est restée 1 heure et je l'ai pas gardée. Parce qu'il faut qu'ils respectent les règles. Ça, c'est le cadre. Et toutes les règles, le regard public avec le clown, la scène, le nez, effectivement. Oui. Moi, je leur disais même, dans l'extrait qu'on a vu, Fanny, elle touchait tout le temps son nez. Ouais. Mais pour moi, leur nez, il faut qu'ils le mettent caché. C'est-à-dire que non seulement ils sont en coulisses, mais en plus, je leur dis, personne ne doit vous voir. C'est comme si vous étiez tout nu et vous enfiliez votre petite culotte. Donc, au départ, vous êtes nu. Quand vous mettez votre nez, il faut que personne vous voie. Et après, sur scène, vous ne le touchez pas. Voilà. Là, en spectacle, après, bon, Fanny, elle revient de très très loin. Donc effectivement, et encore, elle l'enlève pas. Parce qu'au début, elle l'enlevait, son nez. Mais voilà, il faut marquer les limites, quoi. Mais quand tu es sur scène, en fait, il y a une transposition. C'est-à-dire que, quelles que soient les problématiques que va peut-être exprimer le joueur, elles sont forcément transposées. C'est une forme de magie du théâtre. Il y a quelque chose qui fait que quand il est sur scène, déjà, le contexte même le met dans un rôle. Et donc, c'est une première protection. Ensuite, on va lui donner des règles de fonctionnement. Et ça aussi, ça va le rassurer. En fait, tu peux t'exprimer si tu es sécurisé. Et le gros travail, le gros impact de toutes les règles qu'on met en place dans un atelier, c'est la sécurisation, en fait. On est là, on est gentil avec toi. Hein, je le disais, je peux accepter qu'un enfant ne joue pas. Je vais pas, mon intérêt, c'est pas qu'il se mette en danger. À partir du moment où il sait ça, peut-être il va s'autoriser à jouer, justement. Parce qu'il sait que si ça va pas, il s'arrête. C'est bon. Hein, de la même façon, quand je demande au spectateur d'être bienveillant avec le joueur, ça marche assez vite, assez bien, parce qu'ils passent tous joueurs. Et en fait, on sait tous, quand on passe sur scène, que c'est pas si simple. Et donc, qu'on a besoin d'un spectateur bienveillant. Donc, au final, tout ça, ça sécurise. Et il y avait une troisième chose à laquelle je pensais, qui m'a échappé. Et puis, on autorise dans des limites. C'est-à-dire que moi, par exemple, les jeunes, je leur dis, vous pouvez improviser ce que vous voulez, mais attention, les coups, c'est pour de faux. C'est-à-dire tout est pour de faux. Ça aussi, c'est sécurisant. Hein, donc les coups, c'est pour de faux. Les insultes, ce ne sera pas des vraies insultes. Tu ne vas pas dire connard, tu vas dire chihuahua. Et à chaque fois, on va transposer. Hein, on va aller chercher des outils qui... alors après, il faut être... c'est aussi une des grosses difficultés de l'animateur d'un atelier comme ça, c'est il faut qu'il soit créatif. Il faut qu'il soit vraiment à l'écoute. Je crois que c'était toi qui parlais au début. Tu disais... voilà, tu parlais de jouer d'instinct, sentir
les joueurs. En permanence avec Voilà, et être complètement à l'écoute. Donc, si on est vraiment à l'écoute, on va voir là où ça devient périlleux, et on va, par exemple, moi, sur une situation comme celle que tu as exposée, ça serait passé avec des jeunes dans mon atelier, moi, je vais faire un retour de ça. C'est-à-dire, je vais dire, attention, tu lui as fait peur. Est-ce que c'était le but du jeu? Est-ce que c'était... Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire pour qu'il n'ait pas peur? Et donc, on va travailler le jeu, du coup. Et du coup, on va banaliser la chose. On va la sortir de l'angoisse qui aurait pu exploser. Excuse-moi, mais tout ça, c'est un travail, quoi. C'est hyper important. On n'a pas parlé de ça. Mais les retours. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, chez moi, il y a tout le temps des retours. Enfin, j'essaye. Et du coup, ça permet aussi de remettre les choses à leur place, de mettre des mots sur ce qu'ils ont joué, de donner un sens à ce qu'ils ont joué aussi. Alors, je vais poser des questions parce qu'à partir des images que j'ai vues, dans ta pratique, je t'ai vu en contact corporel, avec les joueurs, et je t'ai vu avec un nez, c'est-à-dire dirigeant avec le nez. C'est pas dirigeant. J'ai eu l'impression. On a vu le spectacle pour toi, Valérie. Est-ce que tu es dans ce rapport de proxémique avec les joueurs, ou tu es à distance comme une Madame Loyale? Non, dans les exercices, en fait, je les fais avec eux. Voilà. Mais après, dans le spectacle, non, je suis toujours... à partir du moment où ils sont sur scène, j'ai essayé une année, en fait, de jouer avec eux. Et ils étaient dans le vide, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé sur ces 5 années différentes choses. Par exemple, la première année, ils passaient tout seuls. La deuxième année, j'ai essayé le duo. La troisième année, j'ai essayé avec un tout petit texte et puis je suis revenue en arrière. Et la quatrième année, j'ai essayé de jouer avec eux. Je leur ai dit, bon, cette année, je suis clown avec vous. Donc, quand il y avait les passages, je passais avec eux. Et j'avais mis donc une des éducatrices qui était, parce que moi j'ai des codes, c'est-à-dire quand ils ne regardent pas le public, je fais ça, j'ai pas pu passer l'extrait, mais je les appelle, voilà. Ou bien il y a la musique qui repart, voilà, il y a toujours des trucs où j'essaye de pas parler. Et là, en fait, malgré que l'éducatrice soit à ma place, ça ne marchait pas pareil. C'est-à-dire que je suis leur partenaire quand je suis de l'autre côté, en fait. Je suis l'autre, je dois les relier au monde, je pense. Il doit y avoir un truc comme ça, quoi. Personnellement, dans les ateliers, j'ai été confronté, moi, très vite puisque je travaille beaucoup dans les improvisations, je travaille sur des techniques de burlesque. Et donc, à un moment donné, je leur dis, bah, tu vois, tu aurais pu faire comme ci, comme ça. Donc, je fais le spectateur bienveillant qui propose, qui suggère. Et donc, évidemment, les premiers temps, tout le temps, mais les premiers temps, j'ai réagi, ils disent, bah, montre-moi. Sauf que quand je montre, eux, ils redeviennent complètement passifs. Parce que tout à coup, c'est incritiquable. Ce que fait le maître, celui qui sait, c'est incritiquable. Donc, ou alors c'est nul. Mais on peut pas, un travail n'est pas possible avec ça. Donc du coup, je me suis mis en retrait et je ne joue quasiment jamais avec eux. Ou alors, je vais le faire, je vais dire à un enfant, attends, je refais ton passage. Alexandra? Alors, une question. Est-ce que vous... en fait, moi, je travaille avec différents groupes, mais c'est des personnes qui sont non porteurs de handicap, mais avec des enfants assez petits, donc 8 ans, et là, j'en ai eu qui avaient 4-5 ans. Et j'ai vraiment l'impression que l'objet, ou en tout cas je découvre que se cacher derrière un objet, enfin en tout cas utiliser l'objet, enfin trouver un média vraiment pour parler, raconter une histoire, j'ai l'impression que ça devient assez essentiel. Voilà, je découvre ça avec eux, et du coup je me demande, j'ai fait une initiation clown il y a 3 jours, et j'ai déjà fait du clown aussi, et du coup il m'est apparu un peu, pas évident, mais dimanche je me suis dit, mais il faudrait que je teste les clowns avec des enfants qui sont en bas âge, entre 8 et 4-5 ans. Du coup, j'ai l'impression que les enfants de cet âge-là, si je fais un lien avec les personnes en situation de handicap, je ne veux pas dire
de bêtises, mais ils ont aussi leur univers qui est vachement propre à eux. Je pense qu'ils sont peut-être moins privés de liberté parce qu'ils sont encore enfants. Et du coup, je me demande si on peut créer des liens dans ces ateliers. Le clown, ça peut être et pour les enfants et pour les... Enfin, ça oui, mais j'ai l'impression qu'on peut vachement créer des liens entre la petite enfance et les personnes handicap, sans dire que les personnes porteurs de handicap sont des bébés. Mais j'ai l'impression que c'est un média qui peut... Parce que par là, parce que je voulais dire que les enfants, j'ai l'impression que pour les capter, ils ont besoin d'un truc super concret et qui soit assez loin d'eux parce qu'ils sont vachement dans l'imaginaire. Donc c'est essayer d'apporter d'un autre imaginaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour tout le monde, non? Non. Enfin, moi je dirais non, mais, mais moi ça fait pas longtemps que je le pratique. Hein. Mais moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je ne ferai pas du clown avec des enfants, à la limite des adolescents, mais encore. Voilà, mais voilà, mais c'est mon point de vue pour le moment. Moi, je sais que j'ai essayé avec les jeunes et en fait, c'est extrêmement ce que j'ai pas pu avancer d'ailleurs. Hein, ils n'ont pas encouragé l'activité. Et donc dans ces cas-là, je change mon fusil d'épaule, je propose autre chose. Parce que s'ils jouent pas, pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il faut qu'ils jouent. Donc, j'ai essayé, et en fait, et c'est ce que tu disais, pour être clown, il faut se mettre à nu. Et donc, il y a une mise en danger avec le clown qui est énorme, en fait. Et avec des enfants psychotiques, névrotiques, déprimés, parce que c'est des cas quand même, ils ont toutes ces maladies-là. Se mettre à nu, c'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça que moi je préfère leur proposer d'aller dans des personnages imaginaires qui sont élaborés à leur façon, mais qui représentent quand même une sécurité. Hein, mais j'aimerais beaucoup travailler le clown. J'ai fait des stages de clown aussi, je suis d'accord, c'est époustouflant ce qu'on peut faire avec du clown quand on se lâche. Mais par contre, il faut se lâcher. Et d'ailleurs, même des adultes en stage de clown se craquent parce que c'est... Valérie, tu veux dire quelque chose? Ouais, mais moi, je suis d'accord avec ce que dit Marie-Lise, c'est-à-dire que je pense que on peut, à partir du moment où on a envie, on peut tout faire, et je pense que ça peut s'adapter aux enfants. Après, là où je le rejoins, c'est que ça se décide. C'est-à-dire que moi, une année, je donne des cours de théâtre par ailleurs, voilà, avec des enfants, des adolescents. Et une année, j'ai décidé avec un groupe d'ados, parce qu'ils étaient trop sûrs d'eux, ils se la pétaient, ils avaient l'impression de tout savoir du théâtre. Voilà, j'ai dit, vous, là, on va travailler le clown. Ah non, 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 non. J'ai dit, si, là, c'est le moment pour vous, là, vous êtes prêts, on va travailler le clown. Et j'ai lutté, je les ai... Donc, c'est des exercices de théâtre qui sont... voilà, il y a le regard à travailler, il y a tout ça. Ils étaient mal, super mal. Et puis, ils sont passés début mai à la fête de l'École des Arts dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, tout à coup... Là, ils ont découvert tout le rapport au public, tout ça. Ils m'ont dit, c'est génial, on joue quand et tout, c'est super, on continue. On va faire l'exercice que tu nous avais proposé, qu'on n'avait pas voulu faire. Voilà, et ils sont partis à fond. Mais je pense moi, je trouve que c'est adapté à ce type de public avec lequel on travaille tous les trois. Et puis, je pense que c'est la personne qui dirige aussi, qui est prête ou pas à faire ce type de travail. Après, je pense, moi, avec des enfants, je travaillerais... Enfin, je le fais d'ailleurs en école maternelle, je travaille avec des histoires pour enfants. Et je les fais mettre en scène leurs histoires, les histoires qu'ils ont l'habitude de lire. Où il y a un nombre de personnages, je pense à La piscine de Audrey Pousset, je sais plus, j'ai oublié son nom. Voilà, elle a écrit La piscine, c'est tout bête, il y a une piscine, il y a un animal, il a peur de sauter, il y a les animaux qui arrivent les uns derrière les autres. Mais ça, c'est voilà, il y a des choses... je pense que tout est possible. Après aussi, comment on projette, c'est-à-dire quel groupe on a et qu'est-ce qu'on projette avec eux, en fait. Je pense que c'est ça la question. Mais c'est vrai que le clown, c'est se mettre à nu.
Moi, je pense que les enfants, ils n'ont pas de mal à jouer n'importe quoi. Ils n'ont pas besoin du nez pour se cacher. Les enfants, ils sont dans le jeu en permanence, quoi. Si on leur autorise. Une autre question. J'ai une question pour M. Michel. Vous avez parlé du problème de bienveillance et de l'espace vide. Donc c'est deux choses différentes, d'accord. Donc espace vide, c'est parce que pour moi, au travers de ma formation, j'ai une formation extrêmement classique à la base. J'ai fait un conservatoire municipal, j'ai fait toutes les classes, enfin voilà. Donc après, j'ai fait du théâtre amateur, mais je pourrais dire voilà, vraiment classique, le pire du classique qu'on peut trouver en France. J'en suis fier, hein, de toute façon, ça m'a quand même apporté beaucoup. Mais voilà. Et donc c'est un théâtre qui est très construit, qui est très habité, qui est enfin, très tout, quoi. Il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de perruques, il y a beaucoup de maquillage, il y a beaucoup de règles de déplacement sur scène. Hein. On fait des 8, tu peux pas, il faut jamais que tu aies le dos tourné, il faut toujours que tu sois de 3/4. Enfin bon, c'est extrêmement construit. Et donc c'est un espace qui est occupé. Il est occupé par plein de trucs. Et c'est pour ça que, en fait, quand j'ai découvert le théâtre qu'on travaille ici, qui est plus, je dirais, éducation populaire d'une certaine façon, c'est, voilà, là on ouvre. Et donc, on va déblayer tout ça, on déblaye, et puis, on fait, déjà, montre-nous, toi, là, ici. Donc, ça, pour moi, c'est important. C'est ça l'espace vide. Ouais, c'est ça. C'est ne pas avoir trop de choses qui font que, le théâtre existe autrement que par le jeu de l'acteur, quoi. Que par le jeu du joueur même, parce que je ne peux pas parler d'acteur. C'est pas un atelier d'acteur que je fais, donc. Bruno. Il ne faut pas avoir droit au parallèle avec les arts martiaux. Et les gants de boxe, après le nez de clown, les gants de boxe. Ouais, alors le parallèle avec les arts martiaux, en fait, il se situe sur plusieurs points. D'abord les rituels. Donc, quel que soit l'art martial qu'on pratique, on a des rituels. Le boxeur, il faut qu'il mette ses gants, il faut qu'il mette sa coquille, il faut qu'il mette ses protections, qu'il mette un casque, il faut qu'il rentre dans un ring qui a une certaine taille, il doit respecter un arbitre, donc il doit accepter le regard de l'arbitre. Ça, voilà. Donc ça, déjà, il faut qu'il salue. Vous regardez n'importe quel match de boxe, quand le boxeur rentre sur le ring, il fait pas n'importe quoi. Il fait jamais n'importe quoi. Il fait toujours des choses bien précises. Pas forcément les mêmes. Ça dépend des sports. Les boxeurs thaïlandais ont des danses. Les karatékas vont toujours saluer le maître, saluer le tatami, saluer les arbitres. Enfin bon, il y a énormément de rituels. Ensuite, on est costumé. N'importe quel art martial, il y a un costume. Alors ça peut être le plus simple pareil, hein, un short, ok, mais voilà, c'est prévu comme ça. Donc c'est très ritualisé. Donc pour moi, très ritualisé, ça veut dire, ça commence à dire très théâtralisé. Il y a une mise en jeu de l'événement sportif. Ensuite, la deuxième chose, c'est le rapport à l'autre. Donc, en fait, c'est le travail dans l'espace et la place de son corps dans l'espace, la place du corps de l'autre dans l'espace et la relation de ces deux corps dans cet espace. Tout ça, voilà, vous essayez d'imaginer un espace de combat, un ring. Vous imaginez des lutteurs, n'importe quelle lutte, hein, du sambo russe, la capoeira brésilienne, le jiu-jitsu, la boxe pied-point, boxe anglaise. Tous ces sports réglementent cette relation entre deux personnes dans un espace et dans ce qu'ils sont autorisés ou pas à faire avec l'autre. Donc on est vraiment dans les relations, et en plus on est dans des relations, ce que moi j'appelle ici, je sais plus, je crois que c'était avec Ringart, on avait fait les espaces, les mondes
Donc le monde intime, donc le monde intime à l'intérieur, le monde personnel, c'est la garde. Hein. Le monde, le monde social, familial, familia au sens latin, c'est-à-dire la ferme, l'environnement. Et puis le macroscope, le monde. Hein. Et donc, dans les sports de combat, on travaille complètement la relation, entrer ou pas dans l'espace personnel de l'autre, comment y entrer ou comment s'en protéger, hein, parce que en fait, par exemple, la boxe est avant tout un sport défensif. Quelqu'un qui pense qu'il fait de la... D'ailleurs, j'ai des enfants avec qui je fais de la boxe, ils me disent la boxe c'est pour faire mal, je dis ok, fais pas boxe. Si tu es là pour cogner, non. Par contre, moi je vais t'apprendre à te défendre. Donc tu vas te mettre en garde, voilà, écoute, enfin bon, etc. Excuse-moi, mais quelle application dans l'atelier théâtre c'est un parallèle, c'est pas une application. Ah voilà, ok. C'est un parallèle. Un parallèle. Oui, c'est, comment il dit dans la Bible, une métaphore. Une parabole. Une parabole, voilà, merci. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a encore de la bienveillance. C'est-à-dire que si je rentre sur le ring pour faire mal à l'autre, j'ai plus de partenaire. Et moi, je le vois dans mes ateliers. Les enfants qui reçoivent un mauvais coup, ils vont plus boxer. Donc, il n'y a plus de joueurs. C'est fini. Donc, on doit être bienveillant. Voilà. Alors, ce qui m'aurait étonné dans ce que vous avez dit, c'est par rapport au clown, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est du domaine du paradoxe. Par rapport au clown, peut-être que j'ai pu le pratiquer, où j'ai pu me former, etc. Mais une pratique, moi, telle que je l'ai connue chez Lecoq, c'était une pratique qui expose quand même, qui est une recherche sur soi qui met à nu. Et là, tel que vous l'exposez, puis tel qu'on nous l'a raconté dans les dossiers, etc., j'ai l'impression qu'avec ce public en situation de handicap, tout à coup, c'est le contraire d'une mise à nu qui se fait, mais j'ai l'impression que ça les aide, je ne sais pas, que ça les aide, que ça les protège, que ça les... ou que ça les aide à s'exposer. Complètement. Voilà, que ça les sécurise. Ouais. Alors que, moi j'ai vu, pour avoir vu beaucoup d'adultes essayer de se former au clown, j'ai vu le contraire. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui avaient très très peur tout à coup d'être mis à nu, c'est-à-dire qui craquaient, comme tu disais. Et là, tout à coup, j'ai l'impression, dans votre pratique, et c'est ça qui est absolument paradoxal, c'est que tout à coup, il ne craque pas, c'est-à-dire qu'il trouve là le moyen, à un moment donné, ce que vous disiez, d'exister. Ouais. Et c'est ça qui est assez touchant. En tout cas, quand ils sont dans... Pardon. Non, mais est-ce que justement, j'avais une question par rapport au costume, et ça rejoint ce que dit Bernard, est-ce que le nez ou le costume n'est pas un déclencheur d'imagination? Parce que les personnes handicapées, certes, elles peuvent partir dans quelque chose très loin, comme tu évoquais un exemple tout à l'heure, mais c'est aussi des personnes, pour l'expérience que j'en ai en tout cas, qui ont du mal à imaginer. Imaginer une histoire, on a tous fait l'exercice, je commence une histoire, tu la continues. C'est très difficile avec eux de faire ça. Et à partir du moment où on met une distance avec un élément de costume ou un nez, mais c'est vrai pour les personnes valides aussi, il y a une distance qui s'opère et ça libère l'imagination. Est-ce que ça vous parle de ça ou pas? En tout cas, ça permet. Alors, qu'est-ce que ça permet? Je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est difficile de savoir, vraiment. Après, le costume, je dirais peut-être plus. Parce que c'est... du coup, ça rapporte, ça amène une couche concrète, plus que on peut partir dans l'imagination avec un tulle, j'en sais rien. Mais parce que ça sécurise, c'est aussi une sécurité d'avoir un costume, ce n'est pas moi, donc ça donne une permissivité du jeu. Bien et d'ailleurs, je voulais vous demander, à partir de quand vous faites intervenir les costumes dans votre travail?
Apparemment, c'est d'emblée. Moi, c'est tout de suite, mais dans un milieu et pas tout le temps d'ailleurs. Par exemple, ou dans le travail que tu fais. Alors, dans ce que je fais avec les jeunes, ça dépend vraiment énormément du groupe. Là, par exemple, je vais ramener des écrits d'enfants sur des spectacles qu'on a fait. J'en ai que 3. Alors que ça fait depuis 2014 que je le fais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants qui ne sont jamais passés à l'écrit. Et en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas qu'ils passent à l'écrit. Enfin, dans un deuxième temps, oui. Après, c'est peut-être mon vieux fond d'instit qui dit tiens, ça serait bien qu'ils passent à l'écrit. Mais mon actualité d'éducateur, d'animateur de théâtral, c'est aller dans le jeu. Et alors, l'imaginaire est vachement important. Moi, c'est un de mes axes de travail, c'est toujours amener l'enfant dans son imaginaire et enrichir son imaginaire, parce que je suis intimement persuadé que plus on a un imaginaire riche, plus on peut concevoir la réalité. Parce qu'on a un aller-retour, voilà. Et donc, or ces enfants, les enfants que j'accueille, moi, ne conçoivent la réalité que de façon pervertie. Donc, il faut que je trouve des moyens pour qu'ils voient la réalité autrement. Et pour moi, c'est en développant leur imaginaire, en enrichissant cet imaginaire. Et donc, tous les travaux qui vont enrichir l'imaginaire, par exemple, les empêcher de parler, dire non, tu parles pas, par contre, tu as le droit de baragouiner. Donc, tu peux faire semblant de parler, tu peux faire des borborigmes, tu peux faire des onomatopées, tu peux répéter le même mot si tu veux, voilà. Mais donc, du coup, il va jouer autre chose. Il va être obligé d'élaborer autrement. Et donc, ça va forcément modifier sa perception de la réalité. C'est obligatoire. Après, je ne suis pas thérapeute, donc je ne vais pas essayer de chercher comment, etc. Ça, c'est un travail de thérapie. Moi, je mets juste en place des choses qui enrichissent la vie de l'enfant. Voilà. Bien, on va s'arrêter là. On a cheminé dans le ceci et dans le ça. Dans le brick et le broc, et le brick et le box, et puis dans la boum des clowns. Bon, j'espère que tout le monde y aura trouvé quelques éléments pour voilà. Merci beaucoup à vous.